Grenoble est une commune du sud-est de la France, en région Auvergne-Rhône-Alpes. Elle est le chef-lieu du département de l'Isère et l'ancienne capitale du Dauphiné. L'histoire de Grenoble couvre une période de plus de 2000 ans. Durant l'époque gallo-romaine, le bourg gaulois porte le nom de Cularo, puis celui de Gracianopolis. Son importance s'accroît durant le XIe siècle, lorsque les comtes d'Albon choisissent la cité comme capitale de leur province, le Dauphiné. Ce statut, consolidé par l'annexion à la France, lui permet de développer son économie. Grenoble devient alors une ville parlementaire et militaire, à proximité immédiate de la frontière avec la Savoie. En 1788, la population s'est mobilisée pour défendre ses parlementaires lors de la Journée des Tuiles, en attaquant les troupes royales. Antoine Barnave et Jean-Joseph Mounier, représentants du tiers-État, à l'origine du fameux serment du jeu de paume, furent d'illustres acteurs grenoblois de la Révolution française. Le développement industriel de Grenoble commence véritablement au XVIIIe siècle avec la ganterie, et s'accentue dans la deuxième partie du XIXe siècle avec la découverte de la houille blanche et l'énergie hydroélectrique. Mais Grenoble connaît sa croissance la plus forte durant les Trente Glorieuses. La pollution de l'air est l'un des problèmes environnementaux les plus pressants auxquels est confrontée la ville. Selon les données de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, ADEME, la ville de Grenoble est classée comme une zone de qualité de l'air régulièrement mauvaise, en raison de la présence de particules fines et de dioxyde d'azote dans l'air. Les particules fines sont émises par les véhicules, le chauffage, l'industrie, l'agriculture, et les sources naturelles comme les feux de forêt. Le dioxyde d'azote est également principalement émis par les véhicules, mais aussi par les industries et les activités commerciales. Ces particules fines et le dioxyde d'azote sont des polluants atmosphériques nocifs pour la santé humaine, qui peuvent provoquer ou aggraver les maladies cardiovasculaires, respiratoires, neurologiques et autres. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, la pollution atmosphérique est responsable de plus de 7 millions de décès prématurés chaque année dans le monde, dont environ 48 000 en France. En outre, Grenoble est située dans une cuvette alpine qui a tendance à retenir les polluants dans l'air. Les conditions météorologiques, telles que l'inversion de température, peuvent également contribuer à la stagnation des polluants dans la ville. En France, environ 30% des nouveaux cas de cancer du poumon sont causés par la pollution de l'air, selon l'Institut national du cancer. Les niveaux élevés de pollution de l'air à Grenoble peuvent donc avoir un impact significatif sur la santé respiratoire de la population locale, y compris le risque de cancer du poumon. Le toponyme a beaucoup évolué. Dans l'Antiquité, la bourgade se nommait Cularo jusqu'en 381, nom d'origine celtique dont la signification est sujette à diverses interprétations. La ville, dotée de remparts, deviendra Gracianopolis sous le règne et en l'honneur de l'empereur Gratien, nom progressivement altéré en Grenoble. En arpitan dauphinois, aussi appelé patois ou franco-provençal, le nom de la ville est Grenoblo. Une légende tenace assure que la ville fut rebaptisée Grelibre pendant la Révolution, mais c'est faux. C'est Louis XVIII qui, durant la Restauration, aurait inventé le surnom railleur Grelibre à la suite de la conspiration de Didier de 1816. Il aurait ensuite fait courir le bruit que les révolutionnaires dauphinois substituèrent « noble par libre ». S'il est vrai que plusieurs milliers de communes ont été rebaptisées à cette période, l'ouvrage de référence à ce sujet, Les noms révolutionnaires des communes de France, ne mentionne pas Grenoble, alors qu'il cite 3 communes du canton de Grenoble, Aire-la-Montagne, Mansval, et Vence. D'autre part, la base calcinée de Léez montre une continuité de noms sur la période révolutionnaire.
Histoire et préhistoire. Plusieurs éléments préhistoriques ont été trouvés à Grenoble ou dans ses environs immédiats, attestant d'un lieu de passage, voire d'une présence humaine, notamment au niveau de la montagne du Rabot à la fin du Néolithique, ainsi qu'à l'âge du bronze. Les données archéologiques restent cependant relativement rares en raison de la vitesse de la sédimentation des alluvions de l'Isère, du Drac, et des torrents provenant du massif de la Chartreuse qui retiraient progressivement les principales traces de passage. Selon Alain de Montjoie, archéologue du Centre archéologique et historique des musées de Grenoble et de l'Isère, les premières populations sédentaires, au niveau local, firent leur apparition au Néolithique, principalement sur les premières pentes du massif du Vercors, puis sur celles de la Chartreuse, lors du Chalcolithique, au niveau de la Cluse grenobloise. Dès l'âge du bronze, les chercheurs constatent l'existence de courants d'échange utilisant le carrefour grenoblois. Ceux-ci seront tout d'abord de nature modeste avant de s'intensifier au bronze final jusqu'à la période de l'Athènes. Les recherches archéologiques ont permis d'identifier de nombreuses installations durant cette période, tout autour de Grenoble et dans la vallée du Grésivaudan. Cependant, au niveau du site même du territoire grenoblois, les traces les plus anciennes très faibles, observées à la fin du siècle dernier, ne semblent pas antérieures à la période gauloise. Antiquité. Rempart romain de Cularo, puis de Gracianopolis. La première référence à Grenoble remonte à 43 avant Jésus-Christ. Au départ simple bourg gaulois, Vicus, du nom de Cularo, la bourgade, située à un endroit stratégique sur la voie romaine entre Vienne et l'Italie par le mont Genèvre, fut fortifiée sous Dioclétien et Maximien, entre 284 et 293, puis accéda au rang de chef-lieu de cité, à la suite de la venue possible, mais non attestée, de l'empereur Gratien en 379. Elle fut alors rebaptisée Gracianopolis. Des troupes y stationnaient en permanence, cohort prima Flavia, et un évêché, avec à sa tête l'évêque Domnin, est attesté au moins depuis 381. Durant le IVe siècle, Gracianopolis compte environ 2000 habitants sur ses 9 hectares et se présente sous la forme d'une ville fortifiée plus rurale que commerçante, malgré la présence d'un port sur l'Isère, situé près de la place de Bérulle. Le premier évêque de Gracianopolis est Domnin, Domninus, attesté par sa présence au concile d'Aquilée en septembre 381 et qui va décéder en novembre 386. Énigme du passage d'Hannibal. Plusieurs historiens, spécialistes de l'Antiquité, évoquent le passage d'Hannibal dans la cuvette grenobloise, soit en suivant le cours de l'Isère, soit en traversant le massif du Vercors, d'ouest en est. Hannibal traversant les Alpes en 218 avant Jésus-Christ. Professeur émérite d'histoire ancienne à l'université de Newcastle au Royaume-Uni, John Francis Lazenby, auteur d'un ouvrage spécialisé sur le général carthaginois Hannibal Barca, racontait dans celui-ci toute l'épopée du célèbre conquérant et celui-ci émet une théorie à propos de la traversée des Alpes, en ce qui concerne la première attaque des Allobroges. Ce professeur d'histoire suggère, en effet, qu'Hannibal n'aurait pas voulu traverser l'Isère et aurait donc cheminé sur la rive gauche, mais qu'au-delà de Saint-Nazaire en Royan la poursuite de cet itinéraire était impossible à l'époque et qu'il aura donc contraint le général carthaginois à traverser les gorges de la Bourne. Le camp d'Hannibal se serait alors situé à proximité du village actuel de Choranche. Le chemin suivi par Hannibal passerait ensuite sur la route jouxtant l'Isère, qui rejoint Grenoble par une route située, entre Sassenage et Noyaret. D'autres historiens, dont l'académicien et historien militaire Paul Lazan, ou Marc-Antoine de Lavie Trafford,
évoque la possibilité que ce grand général et stratège carthaginois ait pu passer par Montaut pour ensuite longer l'Isère depuis les territoires actuels de Vraie-Vauroise, Sassenage, puis le territoire actuel de Grenoble, avant de remonter la vallée du Grésivaudan et de traverser les Alpes. Aucune source archéologique, armes, ossements, n'ayant encore été découverte à Montaut et dans ses environs immédiats, rien ne peut étayer cette hypothèse séduisante, ni l'infirmer. D'ailleurs, la thèse reste donc, jusqu'à présent, recevable. Une étude plus récente, 2009, du préhistorien Aimé Bocquet, fondée sur le peuplement au IIIe siècle avant Jésus-Christ, ne fait pas passer les troupes d'Hannibal par le nord de la région grenobloise, mais pour ensuite lui faire emprunter le versant occidental de la Chartreuse pour atteindre le col du Petit-Saint-Bernard. Un site web bien documenté présente les différentes hypothèses, ainsi que les textes originaux, traduits, de Tite-Live et de Polybe sur la question. Moyen Âge. Au XIe siècle, les comtes d'Albon prirent une décision importante pour l'unité de leur domaine. En effet, ils choisirent Grenoble, ville de médiocre importance en ce XIe siècle, pour capitale. Ils auraient pu céder à la tentation de Vienne, l'ancienne métropole romaine comme capitale de leurs États. Ce choix fondamental leur a permis de garantir leur autorité à la fois sur le Bas et le Haut-Dauphiné. Cependant, les territoires respectifs du Dauphiné et de la Savoie se chevauchaient à cette époque, ainsi, le Faucigny appartenait au premier tandis que la seconde possédait Voiron et la côte Saint-André. Cet enchevêtrement fut source de nombreux conflits entre les deux peuples. La future province du Dauphiné, Grenoble se retrouva alors capitale d'un État indépendant au sein du Saint-Empire romain germanique. En 1219, Grenoble connaît sa pire inondation, véritable déluge dû à la rupture d'un barrage naturel formé dans la vallée de la Romanche et provoquant de nombreux morts. Les dauphins successifs fondèrent l'université en 1338, et le conseil delphinal s'installa à Grenoble en 1340. Durant la guerre de Cent Ans, la noblesse dauphinoise participa au conflit contre l'Angleterre et ses alliés. En 1349, la ville se retrouva rattachée au royaume de France à la suite du transfert, et non du rachat, du Dauphiné à la couronne de France, et Grenoble devint capitale provinciale. La présence entre 1447 et 1456 du Dauphin, le futur Louis XI, renforça ce statut de ville parlementaire avec la création du troisième Parlement de France. La ville devint également le siège de garnison, à la frontière avec le duché de Savoie. Elle s'affirma comme la principale ville de la province. Lors des guerres d'Italie, la noblesse dauphinoise se distingua particulièrement sous la figure de Bayard, le chevalier sans peur et sans reproche. En 2019, des fouilles archéologiques ont permis de retrouver les restes des remparts du couvent des Dominicains, datant du XIIIe siècle, dans l'actuelle rue de la République, en travaux pour son aménagement en voie piétonne. Ce couvent était situé hors mur, le long de l'ancienne enceinte romaine. Renaissance. Les fouilles de juin 2019, rue de la République, ancien couvent des Dominicains en partie détruit durant les guerres de religion. Guerre de religion, 1562. 1598. Grenoble eut à souffrir des affrontements des guerres de religion et en sortit affaibli. Ils furent marqués par de nombreux massacres et destructions. Les conflits prirent fin avec l'ultime victoire de Lesdiguières, lorsqu'il s'empara de Grenoble en 1590. Devenu administrateur du Dauphiné, il modifia et agrandit considérablement la capitale dauphinoise, et lança notamment la construction de la première génération des fortifications de la Bastille. Temps moderne. Depuis sa création, la cité de Grenoble a souvent été ravagée par les inondations durant certaines périodes, et malgré l'endiguement du Drac, effectué au cours des XVIIe siècle et XVIIIe siècle,
la ville continue à subir de vraies catastrophes au fil des siècles. Dans les années 1730, elle est frappée par 5 crues qualifiées d'événements exceptionnels. Celle du 14 septembre 1733 frappe particulièrement les esprits en montant à 5,57 mètres au-dessus de l'étiage. L'abbé Bonnet, curé de Vourey et témoin, raconte dans ses mémoires, l'eau qui venait à gros bouillon par la porte de Trécloître et de Saint-Laurent, eut bientôt rempli toutes les boutiques presque jusqu'au premier étage. Un poète grenoblois, François Blanc surnommé Blanc-la-Goutte, immortalise cette catastrophe dans un long poème appelé Grenoble Malherou et qui permettra de mieux connaître la langue locale. Expansion économique. Le développement économique de la cité lui permit d'asseoir son importance. La présence de notables et autres parlementaires permit le développement de la ganterie, qui prospéra au cours du XVIIe siècle et connut son apogée durant le XIXe siècle. Les gants grenoblois, dont les gants Perrin, s'exportaient alors dans le monde entier et cette industrie constitua l'activité dominante dans la région grenobloise pendant des décennies. Ce développement économique participa fortement de l'expansion de la ville vers l'ouest au-delà de ses remparts. Révolution française. La journée des Tuiles est une émeute survenue dans le centre de Grenoble le 7 juin 1788, est considérée comme annonciatrice de la Révolution française, quoique spécifiquement grenobloise et dauphinoise. Elle est l'aboutissement de l'opposition du Parlement du Dauphiné à la réforme royale portant sur la création d'assemblées provinciales et municipales qui établissaient enfin l'égalité de tous les citoyens devant les impôts. Le Parlement est en fait inquiet car cet édit porte atteinte au nombre de charges dans chaque Parlement, charges dont profite une grande partie de la population de la ville. Ce jour-là, à 6 heures, une foule évaluée à 10 000 personnes oblige les magistrats à regagner le palais du Parlement, et les protestataires veulent même envahir le greffe pour brûler le registre sur lequel les édits ont été enregistrés de force. Mais Albert de Bérulle, premier président du Parlement du Dauphiné s'y oppose, et après avoir remercié les Grenoblois de leur sympathie à l'égard des magistrats, leur demande de regagner leur domicile. La journée doit son surnom au fait que les soldats du roi étant venus contenir la foule qui se rassemblait autour de la place Grenette, et un vieil homme ayant été blessé par une baïonnette, à la vue du sang, le peuple révolté commence à dépaver les rues, et de nombreux Grenoblois montent alors sur les toits des immeubles afin de lancer une véritable pluie de tuiles et de pierres sur la troupe. Le duc de Clermont-Tonnerre, lieutenant général des armées du roi dans le Dauphiné, est gravement menacé par la foule. Il sera peu après remplacé dans ses fonctions par Noël Jourda de Vaux. Sujette à de nombreuses interprétations, l'expression « faire une conduite de Grenoble » ne serait pas liée à cette journée d'émeute, mais serait antérieure à cette période. Les États généraux du Dauphiné. À la suite de ces événements, la réunion des États généraux du Dauphiné, également appelée Assemblée de Vizille, se déroule le 21 juillet 1788 dans la salle du jeu de paume du château de Vizille, sur l'invitation de son propriétaire, l'industriel Claude Perrier. Ces États de la province du Dauphiné, préparatoires à la future convocation des États généraux de 1789, connaissent plusieurs sessions, la dernière étant tenue à Romans-sur-Isère entre le 1er décembre 1788 et le 16 janvier 1789. Après l'agrandissement de son enceinte militaire vers le sud en 1840, un mouvement d'extension vers l'ouest semble se dessiner, les édiles souhaitant étendre le territoire de la ville jusqu'au Drac. Le maire Eugène Gaillard, en poste depuis la fin de l'année 1858, parvient à faire adopter l'annexion des territoires de la rive droite de cet affluent de l'Isère lors du conseil municipal du 30 mai 1860, englobant ainsi la récente gare ferroviaire et une partie des territoires des villes de Fontaine, Cessiné-Parisais et Cessin. Exposition internationale,
1925. La révolution industrielle fut cependant un moteur tout aussi important de l'expansion économique de Grenoble. La découverte de la houille blanche par Aristide Bergès assura l'industrialisation rapide de la région, illustrée à partir de 1870, par la création des ateliers de construction Boucheyer et Vialet, puis au début du XXe siècle par les sociétés Nerpic et Merlin-Gérin. La tenue de l'exposition internationale de la houille blanche et du tourisme en 1925, mit en lumière ce développement. En détruisant les remparts de la ville, cet événement permit l'extension de la ville vers le sud. À la même époque, un comité d'acteurs de la vie économique jette les bases en 1889, d'une association portant le nom de Syndicat d'initiative dans l'intérêt de la ville de Grenoble et du Dauphiné. Une intense propagande est ainsi faite pour développer le tourisme dans la ville et ses environs. Illustrant cette nouvelle économie, la première société française de ski est créée en novembre 1895, et officialisée le 1er février 1896 à Grenoble sous le nom de Ski Club des Alpes. Les années 1930, avec l'institution des premiers congés payés, marque le développement du tourisme d'hiver. La station de l'Alpe d'Huez par exemple, est créée en 1936. Première moitié du XXe siècle. Dès le début des années 1950, des plans de quartier sont mis à l'étude par la municipalité et le gouvernement pour les quartiers Saint-Laurent, l'Abbaye, les Alpins, sur le polygone d'artillerie et sur la frange de la vieille ville avec l'idée de lancer quelques opérations immobilières ou d'équipement public. Vers 1952, le projet de l'architecte Paul Herbet, d'un grand ensemble universitaire et résidentiel sur la Bastille, a laissé quelques traces. Les bâtiments des instituts de géologie et de géographie alpine sont encore visibles au XXIe siècle.